Bonjour, je suis Tom Wozinski, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation du logiciel JASP. Nous allons aborder dans cette vidéo l'analyse de données quantitatives avec l'ANOVA et les tests de comparaison de moyenne de Student, Wilkinson et autres. Commençons comme à chaque fois par recueillir nos données. Nous allons reprendre nos données de la dernière fois. Donc là, on est cherché dans Recent File. Nous avons toujours notre jeu de données et ce que nous allons pouvoir faire maintenant, c'est d'aller directement dans les t-tests. Dans t-test, vous voyez qu'il est possible de faire des tests pour échantillons appariés ou non appariés. Là, ce qui va nous intéresser, on va prendre des échantillons indépendants. Considérons que nous voulions comparer l'âge des personnes selon leur genre. Il est assez simple, du coup, d'avoir deux groupes. On a l'âge, le genre féminin et masculin. Par défaut, c'est le t-test de Student qui est sélectionné. Et nous avons une p-value qui apparaît. La réponse est rapide. Avant ça, il est important de vérifier les besoins de normalité et d'égalité des variances pour utiliser le t-test. Donc, nous allons avoir à cliquer sur les vérifications des a priori, l'assumption. Et nous voyons déjà que sur le test de Shapiro-Wilk, il y a un problème, parce que les p-values sont nettement inférieures au seuil traditionnel des 0,05 ou 0,01, qui signifierait qu'on a là pour les hommes une chance sur 1000 que les données suivent une loi normale, enfin soit un écart de la normalité, alors qu'elles suivraient une loi normale. Donc on va considérer qu'il y a un défaut de normalité des données. Pour le test d'Eleven des variances, il était supérieur à notre seuil de décision de 0,05, 0,01. Donc on aurait pu considérer qu'il n'y a pas de problème d'égalité de variance. Comme il y a un problème de normalité, il va falloir changer de test. Si ça avait été un problème de variance, nous aurions utilisé la correction dite de Welch en cliquant dessus, qui fait un petit test en corrigeant le problème d'égalité de variance. Donc vous voyez, on a un résultat, encore une fois, non significatif de différence entre les âges. Là, nous avons un problème de normalité, donc nous allons utiliser un test non paramétrique, le test de Maney-Whitney, le test U de Maney-Whitney. On se retrouve pareil avec une différence non statistiquement significative, avec 70% de chance que les écarts que nous observons d'âge entre les genres soient liés à une fluctuation liée au hasard, en sachant qu'en réalité, ils ont le même âge. Nous pouvons, quand nous sommes là, évidemment mettre les trois tests si nous souhaitons, mais ce qui n'est pas recommandé, il faut utiliser le test qui est nécessaire selon les conditions d'application du test. De base, les tests sont faits en bilatéral. Si on a un a priori sur le fait de dire qu'il y a un groupe spécifiquement qui doit avoir un âge plus élevé ou inférieur, nous pouvons utiliser des tests dits unilatéraux en sélectionnant l'hypothèse alternative d'un groupe qui a un âge plus élevé, groupe 1 âge plus élevé, groupe 1 âge plus faible. Calculer une taille d'effet. Plusieurs calculs de taille d'effet sont proposés. Le plus fréquemment utilisé, c'est le test de Cohen, le D de Cohen. Donc il suffit simplement de cliquer sur D de Cohen et nous allons avoir son calcul. Donc là, nous voyons la colonne f(x)(16) qui est apparue et nous aurions une taille d'effet 0,05 extrêmement faible, non statistiquement significative, donc on considère inintéressante. Dans les tailles d'effet, ce qui peut être aussi intéressant, c'est l'intervalle de confiance. Généralement, on le prend à 95%, qui va nous donner l'intervalle de valeur dans lequel il y a 95% de chances que la valeur vraie de la taille de l'effet se trouve. Donc, toujours intéressant, ça nous permet d'avoir une estimation de la confiance que nous avons dans le résultat. Il est aussi proposé d'avoir les diagrammes qui apparaissent, donc ça nous permet de montrer sur les diagrammes la moyenne et les limites de l'intervalle de confiance des valeurs. Donc là, la moyenne des dames est plus élevée que la moyenne des hommes.
mais les intervaux de confiance se chevauchent complètement, ce qui explique qu'on considère qu'il n'y a pas de différence. Donc ça, c'était comment faire des tests de comparaison de moyenne de deux groupes indépendants. Si ça avait été non indépendant, par exemple, prenons une autre variable. Si nous prenons une donnée non indépendante, par exemple, le score de base des personnes comparé à 90% de ce score de base, donc c'est deux données qui sont appariées, parce qu'on va reprendre deux fois les mêmes données. Pareil, on peut faire un petit test pour de student pour données appariées, ou si il y a un problème de normalité qu'on aurait vérifié, nous pourrions faire le test de Wilcoxon, test de rangs de Wilcoxon. Et nous allons avoir à chaque fois une p-value. Assez logiquement ici, elle est différente, parce qu'on a pris que 90% de la donnée, et le test nous dit qu'il y a un écart. On peut, comme tout à l'heure, mettre un calcul de taille d'effet et son intervalle de confiance, ou demander un diagramme pour nous représenter les valeurs. Donc toujours extrêmement simple à utiliser. Alors maintenant, étudions l'ANOVA. Nous souhaitons comparer les moyennes de plusieurs groupes. Nous allons prendre une ANOVA simple. Si ça avait été comparer les moyennes à plusieurs périodes sur le même échantillon, nous avons fait une mesure répétée. Là, de l'ANOVA, comparons par exemple le score de Nijmegen selon la sévérité du niveau de dépression, par exemple avec le PHQ-9 dans notre échantillon. PHQ-9 qui peut prendre plusieurs valeurs. Et si nous avons un doute sur le nombre de valeurs, on peut revenir en arrière sur les données. Et nous voyons que le PHQ-9 peut être considéré comme léger, modéré, modérément sévère, absent ou sévère. Donc on a bien plusieurs groupes. Et on va comparer ces groupes entre eux. Là, ce que nous voyons, c'est que quand nous demandons simplement ça, l'ANOVA ressort comme statistiquement significatif, parce que nous sommes en dessous de notre seuil de prise de décision de 1 chance sur 100 de trouver un résultat aussi extrême, alors que il n'y a pas de différence entre les groupes. Là, on nous dit qu'il y a 3 chances sur 100 milliards que un tel écart observé entre les groupes s'explique simplement par des fluctuations au hasard, en considérant que les groupes sont équivalents. Par conséquent, on va dire qu'il y a au moins un des groupes, selon la sévérité de son PHQ-9, de son syndrome dépressif, a un score de Nijmegen différent des autres. Toujours, il faut vérifier nos conditions d'application. On fait un test d'homogénéité. Là, il ressort comme bon, il n'y a pas de problème de variance. Nous pouvons utiliser l'ANOVA. S'il y avait eu un problème, nous aurions pu utiliser une des corrections décrites dans JASP, Welch ou Brown-Forsythe, et nous aurions eu un résultat selon cette correction-là. Le résultat apparaît toujours dans notre tableau initial avec la valeur du test et ce qui nous intéresse le plus souvent, nous, la p-value. Là, pas besoin, donc supprimons. Ensuite, là, ce que nous a dit l'ANOVA, c'est qu'il y avait au moins un groupe qui n'était pas égal aux autres. Ça se trouve, tous les groupes ont des moyennes différentes, ça se trouve qu'il n'y a qu'un seul groupe, ça se trouve, il y a deux groupes différents. Donc, nous pouvons faire des tests post-hoc. Maintenant que nous savons qu'il y a au moins un groupe différent, il va falloir essayer de trouver peut-être lesquels. Donc, ce que nous allons demander, c'est de mettre le PHQ-9 en comparaison entre les groupes. Et nous pouvons utiliser plusieurs tests post-hoc. Le plus souvent, celui qui est utilisé est le test de Tukey ou le Bonferroni. On peut utiliser celui qui vous paie le plus pour ses qualités. Là, nous avons un tableau qui apparaît qui nous compare le groupe absence de syndrome dépressif versus léger, modéré, modérément sévère et sévère. Puis le groupe léger contre le groupe modéré, modérément sévère, sévère, et ainsi de suite.
Et là, ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a plusieurs groupes qui sont avec des différences statistiquement significatives. Si nous voulons nous faciliter la lecture, il est possible d'utiliser le fait de mettre des astérix. C'est l'aspect Flag Significant Comparison. Dans ces cas-là, toutes les p-values inférieures à 0,05 vont être indiquées avec des astérisques. Et c'est ce que nous voyons. Le groupe absent, modérément sévère et sévère, ont des scores en moyenne plus faibles, de 13, 16 et 21 points, au Nijmegen, que le groupe sans syndrome dépressif. L'intérêt de la NOVA est d'éviter de faire toutes les comparaisons, parce que nous savons que quand nous multiplions toutes les comparaisons, nous augmentons le risque de premier ordre. Donc, on ne fait pas de test face-face entre les groupes si la NOVA ressort comme statistiquement non significative. Là, elle était significative, nous sommes permis de faire des comparaisons entre les groupes. Si nous souhaitons, après avoir observé ces différences, faire une figure de ça, nous allons aller dans les diagrammes de description, demander de mettre le PHQ-9 en abscisse sur le diagramme. Nous voyons que le score de Nijmegen augmente au fur et à mesure que les personnes ont un syndrome dépressif plus marqué selon le PHQ-9. Une fois que nous avons notre diagramme, nous avons toutes les informations qui nous intéressent. Si les données ne suivent pas une loi normale, puisque nous avons étudié d'un point de vue descriptif que ça ne suit pas une loi normale, nous avons un dernier menu déroulant qui va nous intéresser, qui est la partie non paramétrique. La partie non paramétrique, si nous la sélectionnons, permet de faire un test dit de Kroskal-Wallis qui revient à faire une ANOVA sur données non paramétriques, et nous aurions eu le résultat qui nous intéresse. Et après, nous aurions pu faire les comparaisons face-face avec des tests non paramétriques. Donc voilà, c'était comment utiliser le logiciel JASP pour faire des tests de comparaison de moyenne entre différents groupes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les différentes mises à jour de vidéos et à me contacter par courriel si vous aviez des questions. Bonne journée!